Québec, c'est nous. Je vous souhaite la bienvenue ce soir pour cette grande ouverture du local électoral de Claude André, candidat. Monsieur Lisée, je vous invite à prendre la parole tout de suite. On casse la glace avec vous. Vous avez le choix entre les discours. Je vois ça. Merci beaucoup. Je vais être très bref parce que la vedette ici, c'est Claude André. Alors, Claude André, déjà, a commencé la dernière campagne électorale à placer les graines de la victoire d'aujourd'hui. Et des gens vont vous parler en bien de lui, un excellent organisateur, quelqu'un qui connaît bien la culture québécoise, l'importance de la défense de la culture québécoise à Ottawa. On a vu la plateforme du Bloc, comment elle insiste là-dessus. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut rendre un grand service à une personne que moi j'ai connue pendant que j'étais député de Rosemont, c'est Alexandre Boulris. Alors évidemment, tout le monde va vous dire du bien de Claude, mais moi, avec ta permission, j'aimerais qu'on pose un geste amical pour Alexandre Boulris parce que je le connais. C'est pas un mauvais gars. Et la pire chose qui pourrait arriver à Alexandre, c'est qu'il se retrouve tout seul, député du NPD du Québec à Ottawa, à l'élection d'octobre. On ne peut pas lui faire ça. On ne peut pas lui faire ça. Alors on sait que Claude, lui, va être en gang. Il va être en gang avec bien des amis du Bloc québécois, les candidats qui sont ici, Alain et les autres. Mais Alexandre, tout seul, écoutez, non. Puis on ne veut pas une autre partielle non plus. Hein? Oh, bon. Alors, libérez Alexandre, votez Claude André. Merci. Merci, Monsieur Lisée. Alors, je cède la parole à Claude André qui va vous adresser un mot de bienvenue. Merci, Marie-Ève-Lynne Michel. Marie-Ève-Lynne Michel. Que j'ai connu à l'époque quand on faisait de la télé ensemble. Alors, je vais prendre quelques mots pour vous remercier, évidemment, tous et toutes, d'être là. C'est super galvanisant. Il se passe quelque chose. On le sent, j'en parlais tantôt avec un certain Yves-François. Il se passe quelque chose, il y a un courant qui passe sur le terrain. On le sent avec l'énergie qu'il y a ce soir. Donc, c'était pas prévu. Il nous fait l'honneur de sa présence. Alors, je vais être bref. Maintenant, je reviendrai plus tard en dépit du protocole habituel parce que notre chef est très sollicité. Et c'est une bonne nouvelle! C'est une très bonne nouvelle! Alors, je l'ai connu dans une autre vie. On avait un lien en commun avec un certain Éric. Et on s'est connus. Et déjà, je lui avais dit à un moment donné, je me souviens, il dit « T'es donc bien intelligent, toi. » Pas ça que tu disais. À lui, j'avais dit ça. Puis Éric m'avait dit « Ben, c'est pas ça que j'ai pris comme gérant, c'ti. » Alors, sans plus tarder, vraiment, notre bien-aimé, notre vaillant combattant, je dirais pas notre sauveur, parce que ça serait trop mettre sur ses épaules. Mais en tout cas, notre leader qui va nous mener vers la victoire, mesdames et messieurs, Yves-François Blanchet.
Merci. D'abord, il est exact que ce n'était pas prévu. Et aux grandes dames de l'organisation, cet après-midi, j'ai regardé, j'ai dit, coudonc, on va faire un petit détour dans Rosemont. Merci. Et il y avait une couple de pensées qui me traversaient l'esprit à ce moment-là. Je me disais, quand j'ai décidé, en tout cas, quand il s'est passé quelque chose dans ma tête qui a fait que je suis parti, je me suis présenté à la direction du Bloc québécois, je me suis fait traiter de fou. La mission était vraisemblablement impossible. Ce n'est pas ce que je vois présentement. Mais la mission semblait impossible. Mais lorsque Claude André a dit « Oui, je veux encore être candidat dans Rosemont », clairement, je ne nous permettrais de prendre rien pour acquis. Je ne nous permettrais de prendre rien pour acquis. Mais clairement, il n'y a plus personne qui peut faire des pronostics sur les résultats de l'ensemble de la campagne électorale qui commençait hier, la semaine passée, on ne sait plus trop. Nous, on a l'impression qu'on est là depuis longtemps et que ça évolue, que ça change, que ça se transforme d'une façon qui est, au bas mot, stimulante. Lorsqu'on imagine une campagne électorale, dans ma tête à moi, on imagine ça. Exactement ça. Arriver dans un local, dans une circonscription, avec des militants qui sont venus, qui sont nombreux, et qui sont enthousiastes. Pourquoi on imagine ça? Parce que ça, c'est l'attitude d'une organisation et de militants qui veulent et qui pensent qu'ils vont gagner. Et c'est ce que je crois que vous êtes. Notre campagne, la nôtre telle que nous, on l'avait d'abord figurée ou configurée, a 24 heures dans les faits, une couple de mois, et elle est constituée de 3 choses pour l'instant. La première chose, c'est très étrange, je ne le ferai pas souvent, on va dire merci à M. Trudeau. Parce qu'il a décidé que le thème de la laïcité serait central. On lui souhaite bien du bonheur avec ça au Canada. J'espère qu'il ne s'imagine pas que ce sera pareil au Québec. L'appui au principe, à la valeur, à la notion de séparation entre l'Église et l'État au Québec s'inscrit dans la tradition et l'héritage progressiste de la Révolution tranquille. C'était un geste... C'était un geste libérateur. Et dans la mesure où la tradition familiale Trudeau n'est pas très portée sur la libération, peut-être qu'il y a une incompréhension. Mais chez les Québécois, il n'y aura pas de recul, il n'y aura pas de repli sur fondamentalement le principe que cette décision, quelle qu'elle soit, doit appartenir à l'Assemblée nationale du Québec, qui est le seul Parlement national des Québécois. Bravo! La deuxième chose ne sera pas du tout malveillante. Je n'irai pas jusqu'à être aussi gentil que Jean-François, mais on va parler un peu du NPD. La petite histoire, bien sûr, ils le nieront tous, c'est qu'en 2011, il y a un certain nombre de personnes qui ont été approchées par le NPD et qui ont dit « Peux-tu être candidat pour nous? On te promet que tu ne seras pas élu. » Alors, pour rendre service, il y a des gens qui ont dit « Ouais, je suis souverainiste, mais c'est pas vraiment grave parce que, après tout, je leur rends service. » Et il y en a un sacré paquet, parmi eux, des gens fort talentueux qui ont été élus. La déception ne vient pas de la mauvaise volonté des candidats du NPD en 2011. Elle vient du fait que le NPD restait un parti fondamentalement centralisateur, fédéraliste, qui veut des votes aussi dans l'Ouest canadien. Puis quand tu veux des votes à la fois dans l'Ouest canadien, à Toronto, au Québec et des Maritimes, tu es sûr d'avoir un problème. Fait que ça a duré 4 ans, c'est un mandat. Puis après ça arrive un autre mandat, oups, c'est pas mal moins le fun. Et après ça arrive complètement un autre contexte. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Il y en a qui ont peut-être oublié qu'ils avaient été souverainistes. Je ne sais pas, il faudra leur demander à eux. Mais bien sûr, quand tu es souverainiste, tu veux rendre service, tu es élu, tu t'en vas à Ottawa, Parti fédéral. C'est un peu embêtant, après tu dois patiner. La plupart vont patiner discrètement. Pierre Nantel n'a pas compris ça. Il a été tout sauf discret avec une incohérence qui est, ma foi, extraordinaire. Essayer d'absorber en soi la quintessence de cet extrait de Yvon Deschamps
Un Québec indépendant dans un Canada uni. On va réaliser que ça se peut pas. Et là, d'ailleurs, on a vu que le NPD, peut-être de bonne foi, mais tardivement, vit une espèce de conversion nationaliste qui ressemble à des versions un petit peu tronquées. Toujours quand on arrive à la fin de la phrase, là, c'est toujours un peu coupé, mais ça ressemble à l'adoption spontanée de positions qui sont toujours et traditionnellement adoptées et réitérées par le Bloc québécois. Mais c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce qu'après l'élection, quand, comme nous nous y sommes engagés, nous allons déposer des motions et des projets de loi allant défendre les valeurs dont nous sommes les porteurs, nous pouvons prendre pour acquis qu'en toute cohérence, le NPD votera avec nous. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et je les en remercie. Ça ne nous empêchera pas, avec une attitude respectueuse, en toute amitié et dans le respect aussi de la démocratie, de prendre le siège de Rosemont si nous en sommes capables, de prendre le siège de Berthier-Masquinongé si nous en sommes capables, de prendre le siège de Rimouski si nous en sommes capables, de prendre le siège de Salaberry-sur-Oise si nous en sommes capables, de prendre le siège de Saint-Hyacinthe-Bagotte si nous en sommes capables. Les sièges du NPD sont peut-être, en effet, et c'est ça l'exercice démocratique, sont peut-être vulnérables. Et notre travail à nous, puisque nous sommes convaincus que nous avons une meilleure, ou que nous portons une meilleure représentation de la voix, des intérêts et des projets du Québec que quiconque, notre travail à nous, c'est de gagner ces comtés-là. Et vous êtes en train de le faire dans une circonscription, et je vous encourage à continuer. Nous gagnons ça. On ne peut pas s'en sortir avec une couleur. Il faut s'en sortir avec des idées et des propositions. En très peu de temps, le Bloc québécois a dit « Nous allons déposer une série de mesures dans les premiers 100 jours, parce qu'il y a une espèce de tradition de dire qu'est-ce qu'on va faire en 100 jours, qui va assurer, sauf extrême mauvaise foi des adversaires, que comme Stephen Harper s'y était engagé en 2009, que comme Justin Trudeau s'y était engagé en 2015, quoique Justin Trudeau a mis 19 milliards dans les énergies fossiles, dans le pétrole de l'Ouest en 4 ans, même s'il avait promis que c'était la fin des subventions et la fin des crédits d'impôt à l'industrie pétrolière, là, à un moment donné, on va arrêter d'avoir des mots, on va poser des gestes. Le Bloc québécois va poser des gestes pour contraindre le gouvernement, quel qu'il soit, à agir dans ce sens. Et ça viendra avec une proposition, parce qu'en démocratie, on propose. Une proposition que cet argent, on ne sait pas comment ça serait dans la prochaine année ou l'autre, que cet argent serve dans les énergies renouvelables. Et là, on ne veut pas se faire de mauvais coups, là. Cet argent servira dans les énergies renouvelables, compte tenu du poids relatif du Québec dans ce qui s'appelle actuellement la Fédération canadienne. Il faudra que le quart de l'argent vienne chez nous. Jusque-là, ça marche. On a fait une deuxième proposition. La deuxième proposition est de dire, et ça, on va la développer, mais déjà, ça suscite beaucoup d'intérêt. On s'amuse beaucoup à nous mettre la notion de péréquation. La péréquation, là, c'est les camions de la Brinks de 2019. Ayez peur, la péréquation s'en vient. Ou s'en va. C'est ce qui s'en va qui fait peur d'habitude. On a dit, OK, on va reviser la formule. Quelles sont les émissions moyennes de gaz à effet de serre à travers le Canada? Ceux qui en émettent plus vont payer. Ceux qui en émettent moins vont recevoir. Ça semble tout à fait légitime comme principe. On est en 2019, tout le monde dit « Ah oui, il faut cesser les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on va poser des gestes ou on va accrocher un vrai grelot après ça. » Il y aura un ensemble d'éléments mécaniques, mais comprenons bien que ça pourrait, ben oui, ça pourrait être payant pour le Québec. Pourquoi? Parce que nous sommes pas mal des élèves modèles en matière, pas d'environnement en général, mais certainement en matière d'efforts pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et cette notion-là a surpris un peu tout le monde. On reçoit des messages, « Wow, c'est bien bon cette affaire-là. » Deuxième proposition. Alors, troisième proposition. Le gouvernement fédéral, parce que nous, c'est à celui-là qu'on va exercer des pressions, le gouvernement fédéral mettrait en place
Un programme par lequel il garantit des prêts aux entreprises qui possèdent des flottes d'autobus scolaires. On commence souvent les campagnes avec des taux d'école. Il y en a qui ont commencé avec des boîtes à lunch. Donc, on va les autobus. Troisième jour. Les entreprises propriétaires d'autobus scolaires pourront faire des demandes au fédéral. Le fédéral va garantir le prêt. Le prêt va compléter un financement qui vient déjà de Québec à hauteur de 125 000 par autobus. La valeur de l'autobus, c'est environ 300 000 Ça rend l'autobus électrique à peu près au même prix qu'un autobus au diesel. Ça diminue la charge de crédit. Ça augmente la rapidité d'accès. Et puisque c'est une garantie de prêt avec le taux d'intérêt du gouvernement fédéral, ça ne coûte rien au gouvernement. Il faut qu'il y ait un échec de paiement de la part de l'entreprise pour que ça coûte quelque chose au fédéral. Et dans la mesure où les contrats entre les transporteurs scolaires et les commissions scolaires sont de 8 ans, il y a une sécurité dans l'exercice. On pourrait remplacer 75% des 8000 autobus scolaires au Québec par des autobus électriques fabriqués là où ils se fabriquent des autobus électriques, c'est-à-dire à Saint-Jérôme et à Drummondville. Et en 5 ans, le coût total pour l'État canadien, qui paierait les intérêts pendant les 5 premières années des achats, 14 millions de dollars au Québec. Remplacer 6 000 autobus par des autobus électriques. Et enlever, je ne me rappelle même plus combien de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, parce que le chiffre depuis ce matin m'a sorti de l'esprit, mais je pense que c'était comme 30 000 véhicules automobiles, l'équivalent qu'on enlevait de la route. Moi, là, ma question, c'est comment nos adversaires vont-ils trouver un argument contre ça? Comment? En 24 heures, nous avons fait 3 propositions concrètes faisant un changement important dans le comportement du Québec, assurément, mais peut-être du Canada, tant mieux, on a le droit d'être des exemples, pour améliorer grandement la performance environnementale du Québec et, s'ils le veulent bien, du Canada. Et ce n'est pas fini. Alors, quand le Bloc québécois dit « Nous sommes sans équivoque le parti le plus écologique de la scène fédérale », nous ne faisons pas que le dire pendant que d'autres essaient de régler les affaires de candidats. Nous le prouvons. Nous sommes le seul parti indépendantiste sur la scène fédérale. Nous sommes le seul parti nationaliste sur la scène fédérale. Nous sommes le seul parti qui défendra le droit de l'Assemblée nationale du Québec à légiférer en matière de laïcité. Nous sommes le seul parti qui défendra le français. Nous sommes le seul parti qui arrivera avec des projets porteurs pour les régions du Québec. Nous sommes le parti le plus écologique sur la scène fédérale. Et de nouveau, les gens commenceront à y prendre goût et ils se diront, mais ma foi, allons au bout du nationalisme et soyons un pays. Merci beaucoup. On sent dans les rangs du Bloc en ce moment. Merci. Merci d'être là. Merci pour toute votre énergie. Merci pour la lumière. Alors, écoutez, on a encore des choses à vous dire, Claude et moi. Claude l'a mentionné rapidement. Nous, on s'est connus alors qu'on était tous les deux chroniqueurs à la télé, à ma TV, qui est maintenant, qui était Vox à l'époque. Hein. Et puis, on s'est trouvés à se revoir cet été durant une période où j'ai pensé moi-même être candidate
pour le bloc et je me suis trouvée dans une réunion avec tous les candidats aspirants, les futurs candidats investis ou ceux qui allaient être investis, qui allaient être présentés en cours de campagne. Et c'est là que, en arrivant, j'ai vu Claude, comme si on entendait des voix d'ange, là, au loin. Claude est là! Non, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. On était contents de se revoir, de se retrouver, de rattraper le temps perdu, puis il y en avait plein de choses à se compter. Et écoutez, on se parle du travail, on parle des enfants. S'il y a quelque chose qui peut nous donner l'envie de s'investir puis de changer le monde, c'est bien nos enfants. On a envie de leur léguer un environnement sain, on a envie de leur léguer une culture forte, on a envie de leur léguer un pays, une société dont ils seront fiers. Et ça, si on connaît quelqu'un qui est capable de se battre pour ces valeurs-là, c'est bien notre cher Claude André. Alors, mes amis, laissez-moi vous raconter comment, dans ces rues de Rosemont, vous vous rappelez le film Rocky. Quand le film Rocky est sorti, comme les gars de ma génération, je me suis pris pour Rocky. Alors, je me levais à 5 h du matin, à l'aube. Je cassais des œufs que je versais dans un verre, des œufs crus, que j'avalais pour faire comme Rocky. Puis c'était vraiment pas... Non, c'est pas ravitaille. Et j'allais courir avec mon chien à l'aube. Là, je me promenais comme ça dans les rues de Rosemont et je me prenais pour Rocky. Plus tard, on passait le journal, toujours avec mon chien, dans Cité Jardin, où c'était les grandes maisons cossues. Il y avait Gilles Latulippe, il y avait le maire Drapeau qui habitait là. Et bon, de fil en aiguille, j'étais allé plus tard, j'étais en 6e année. Je me souviens, j'étais en 6e année à Saint-Jean-Vianney. Et là, il y a une professeure, Madame Pelletier. Je ne sais pas si c'est un ami qui me rappelait ça récemment, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais j'étais un petit délinquant. Fait que là, petit dérangeant, disons. Madame Pelletier, elle a dit « Tu feras jamais rien de bon de ta vie. » Fait que, je suis allé à Louis Riel, puis ça n'a pas marché. Ils m'ont suggéré d'aller voir ailleurs si j'y étais. Alors, j'étais à Père Marquette. C'était un peu rock'n'roll aussi. Et là, je ne sais pas si c'est par intuition ou par mes lectures, parce que je lisais beaucoup quand même, à la salle de poule ou pendant les cours où je n'y étais pas. Et par intuition, par mes lectures, j'ai pris conscience de ma condition de Canadien français honteux, dominé, pas confiance en lui, qui a peur dans un monde trop grand pour lui. Puis à ce moment-là, je m'en rends compte aujourd'hui, intuitivement, j'ai décidé de retourner ce côté de Rocky-là en décidant de me battre. De me battre contre moi-même d'abord. Contre l'humiliation que je pressentais qui n'était pas là. Contre les gens aussi, quelque part, sans trop les connaître, qui avaient intérêt à ce que je continue à me sentir comme ça. Et là, tout de suite, j'ai su canaliser, je ne sais pas trop par quel processus, je me suis mis à transposer cette énergie de Rocky, si vous voulez, en défenseur, donc en quelqu'un qui voulait pas, qui refusait d'être un dominé, d'être un Canadien français soumis. Plus tard, je me souviens, c'était la fin des années 80. On était exactement le 12 mars 89 pour être précis. Je me souviens, peut-être parmi vous, il y en a qui étaient là, nous étions 60 000 dans les rues de Montréal pour quoi? Pour défendre la loi 101, qui était en train d'être charcutée par Robert Bourassa et le Bill 78. On voulait sauvegarder la langue française à Montréal. On voulait retrouver notre dignité. On voulait se tenir debout. Il y avait une menace. Et nous étions là, 60 000. Et là, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'ont ressenti les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, quand, en mars 55, un dénommé Clarence Campbell, ça vous dit quelque chose, va décider, après un combat déloyal entre Maurice Richard, le héros des Canadiens français,
et un joueur adverse qui avait donné un coup de poing, puis un autre qui lui retenait le bras. Donc, Maurice Richard, pour se défendre, va frapper l'arbitre. Et là, on apprend que Clarence Campbell va suspendre Maurice Richard pour l'ensemble des séries éliminatoires. Vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient plus vieux? On en a entendu parler. Et je me suis dit, peut-être que ces Québécois, qui n'étaient pas encore des Québécois, ces Canadiens-Français, de Saint-Henri, de Montréal, partout, de Rosemont, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, se sont spontanément décidés, c'était avant le printemps arabe de 2011, se sont spontanément décidés de se rendre au forum. Pourquoi? Pour manifester leur désapprobation, leur colère face à Clarence Campbell et sa décision inique, baveuse, condescendante, méprisante. Donc, ils ont décidé spontanément. Ces gars-là travaillaient le lendemain. Peut-être que les femmes ont essayé, elles étaient inquiètes, ont essayé de les garder à la maison. Il n'y avait pas nécessairement de char. Ils sont allés à pied, en tramway. Puis ils sont rentrés dans le forum. Ont manifesté. Il y a eu des bombes lacrymogènes. Et il y a eu une émeute. Et pour certains historiens, c'est là que va commencer la Révolution tranquille. Je ne suis pas historien, mais je suis de ceux qui croient que c'est là qu'a commencé la Révolution tranquille. Clarence Campbell, pourquoi? Symboliquement, il incarnait l'anglais, le boss, que ces Québécois-là vivaient tous les jours, la domination qu'ils vivaient. Donc, c'est cette rébellion-là qui les a poussés à commettre un geste spontané qui leur a permis de retrouver leur dignité. On leur a enlevé non seulement Maurice Richard, homme de peu, probablement illettré, qui se dressait, lui, devant l'ennemi, qui redonnait sa fierté au peuple canadien-français, comme Jackie Robinson l'a fait pour les Afro-Américains aux États-Unis. D'ailleurs, Jackie Robinson, qui ne pouvait pas jouer aux États-Unis parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau, il a joué où? Il a joué à Montréal, pour les Royaux de Montréal. Donc, c'était Jackie Robinson, c'était Mohamed Ali, c'était Maurice Richard. Et ça nous dit, des fois, on peut se soulever spontanément, puis faire des grandes affaires. Après ça, on le sait, il y a eu les années 60, Révolution tranquille. Gouvernement de Jean Lesage. Maître chez nous. René Lévesque devient un héros. Point de mire. Bon, René Lévesque, nationalisation de l'hydroélectricité. On sort symboliquement et dans les faits de la grande noirceur. René Lévesque se rend compte qu'il ne peut pas amener toutes les mesures progressistes qu'il souhaite parce qu'il est dans le carcan fédéral. Et c'est là qu'il va décider, avec d'autres, un jour de congrès du Parti libéral, d'aller au restaurant, puis de quitter, puis de fonder un mouvement. Un mouvement Souveraineté Association. Là, il va se passer d'autres affaires. On s'en rappelle, 76, élection du PQ. Ça bouge. Le Québec se redresse, se tient debout. 1980, qu'est-ce qui arrive? Premier référendum. On perd. La honte. J'étais petit, je me souviens, on avait même honte d'écouter des chansons en français. Américanisation. 1980. Et pourtant, on est encore là. Plus tard, 1991, si je me souviens bien, on va se rendre compte que, encore une fois, le carcan, la ligne de parti du fédéral, le balancier, ne penche jamais pour nous autres. Fait qu'on va décider au Parlement, à Ottawa, de créer un parti qui va défendre juste nos intérêts. Que nos intérêts. Le Bloc québécois. Et ça a été très utile, parce qu'on se rappelle, en 1995, il arrive quoi? Référendum. Référendum volé par les tactiques fourbes des fédéralistes. On le sait. Ce n'est plus approuvé. Nationalisation rapide des immigrants en échange. Bon, on leur fait sous-entendre qu'ils doivent absolument voter pour le non, etc., etc. Scandale des commandites. L'histoire n'est plus approuvée. On le sait maintenant. 1995. Qu'est-ce qui se passe ensuite de ça? Il se passe, on est toujours dans le régime fédéral, ou on est toujours dans le régime où la balance ne penche pas pour nous. Donc, il est encore important
d'aller faire changer le cours des choses. Ce cours des choses qui, depuis le rapport du HAM, j'ai en tête un discours mémorable de Pierre Bourgault qui parlait de ce génocide culturel, et le mot n'est pas trop fort, et de la lente et longue survivance. Et pourtant, on est encore là, aujourd'hui, rassemblés. Puis là, moi, je suis là, puis je vous dis, je veux aller à Ottawa. Pourquoi? Pourquoi je veux aller à Ottawa? Je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'avais interviewé pour le journal étudiant Hubert Reeve, le célèbre astrophysicien. Physicien. C'était des années 1990. Il m'avait dit une chose qui m'a marqué. Il m'avait dit qu'on a le droit, c'est légitime, de transgresser des lois quand ces lois-là ne sont pas justes. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai dit que M. Reeve dit ça, le vieux sage. Ça m'avait beaucoup marqué. Puis moi, je voulais faire du militantisme à travers, j'avais découvert que je pouvais écrire et penser des idées progressistes, évidemment, défense du français et évidemment souverainiste à travers l'écriture. Et là, je me rappelle, à ce moment-là, on commençait à parler d'environnement, puis il y avait un slogan. Penser globalement, agir localement. C'était le slogan des Verts. Et moi, j'ai adopté ça à cette époque-là. Et là, je me suis dit, les journalistes nous demandent quelles sont tes prises de position au national et dans ton comté. Pour moi, c'est difficile de faire une séparation parce que pour moi, comme pour tout bloquiste, il y a une cohérence. Donc, évidemment, le français. Nous devons faire du français notre langue depuis 400 ans. Nous devons continuer à entretenir sa beauté, sa richesse et évidemment, tenter de faire en sorte que le bonjour aille cesse de prendre de l'ampleur à Montréal. Il faut promouvoir le français. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas faire une intervention sur 3 comme un certain M. Boulris en anglais et après ça dire qu'on est nationaliste. C'est en faisant des sorties en français qu'on peut encourager l'utilisation de la langue française. C'est notre identité. Nous sommes le village gaulois entouré de Romains. C'est nous, les francophones, en Amérique. Il faut renforcer l'immigration francophone. Mario Beaulieu a proposé un projet de loi qui demandait qu'on favorise les nouveaux arrivants parlant français, que ce soit une exigence, puisque le français est la langue officielle au Québec. Évidemment, les partis fédéralistes ont non seulement refusé cela, mais on se souvient, Pablo Rodriguez nous a évidemment traité de tous les noms. Vous êtes des racistes, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Évidemment, on connaît la chanson. À l'échelle fédérale, il faut également exiger le doublage et le sous-titrage en français des films et des séries comme sur Netflix, par exemple. Et il faut évidemment taxer les GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook et autres Microsoft, donc de sorte que l'argent de ces taxes-là serve à l'investissement, à la création de contenu francophone. Sinon, c'est notre culture qui disparaît. Il faut prendre conscience de ça. D'ailleurs, Netflix nous avait promis des investissements de 500 millions. Ils sont où? 500 millions dans la production francophone. On attend toujours. Logements sociaux. Montréal risque de devenir le prochain Vancouver ou Toronto. On le voit au rythme où la gentrification s'accélère, l'embourgeoisement, de plus en plus. Donc, les citoyens sont expulsés, sont évincés. Je pense, j'ai animé un événement hier à cet égard dans un comté voisin. Je pense à la fille du Malin, par exemple, Patty Van Roos, qui est obligée de quitter le Malin et qui, heureusement pour nous, habite maintenant dans Rosemont, la petite patrie. On dit, écoutez bien ça, qu'il y a entre 4 000 et 5 000 personnes qui sont en attente d'un HLM dans la petite patrie. On dit que 2 000 ménages consacrent, écoutez bien ça, entre 80 et 100 % de leurs revenus à leur seul logement. Donc, il y a vraiment, il y a des choses à faire de ce côté-là. Puis c'est un combat que je veux mener à Ottawa. Évidemment, il y a les enjeux climatiques. Au Bloc, c'est sans équivoque. Le climat se réchauffe, il est minuit moins 1 et il faut agir. Le Bloc est le seul parti qui systématiquement dit non aux pipelines. On se rappelle en 2015, M. Boulris, quand on lui parlait d'Énergie S, disait qu'il attendait les études de l'Office de l'énergie, qui, on le sait, a été trempé dans des scandales où les dirigeants de l'Office étaient actionnaires ou recevaient de l'argent des grandes compagnies pétrolières. Ces personnes-là se disent aujourd'hui champions de l'environnement. Que dire? Le chef en a parlé tantôt.
les libéraux, 4,5 milliards dans la nationalisation d'un pipeline. Les Verts en faveur de l'extraction des sables, de l'extraction des biens, des sables bitumineux. Donc, vraiment, la cohérence n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est sans parler. Bon, les conservateurs, on n'en parle pas. Les conservateurs qui sont en faveur d'un retour, en fait, n'empêcherait pas un député d'arrière-ban de proposer un projet de loi interdisant l'avortement. Une chose qu'on a réglée depuis combien de temps au Québec, dont on ne veut plus entendre parler. Et ça revient. Pourquoi? Parce que, je l'enseignais à mes étudiants aujourd'hui, c'est qui les conservateurs? C'est les descendants des loyalistes, des orangistes. Ce sont des gens qui, non seulement luttent contre notre progrès, notre progressisme, on est une des sociétés les plus progressistes en Amérique du Nord. Donc, eux, ils veulent nous ramener en arrière au temps de la grande noirceur. Donc, on n'en parle pas. Il faut appuyer le financement de la ligne rose, des zones réservées aux bus, du projet de la mairesse Plante, mais également la surveiller, elle, quant à l'utilisation du français. Et du drapeau, évidemment. Le drapeau qu'on cache comme s'il était honteux. Mais allez savoir pourquoi, quand je nous vois comme ça, de plus en plus enthousiastes, quand je sens ce retour de la fierté nationaliste, j'ai l'impression que nos adversaires commencent à être jaloux un petit peu, au point que même le NPD reprend le discours du Bloc en quelque sorte. En tout cas, reprend certaines lignes. Finalement, pour revenir à mon école primaire, je ne sais pas si mon enseignante, Mme Pelletier, de 6e année, est encore de ce monde. Mais peu importe où elle est, moi j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de lui montrer qu'elle s'est trompée. J'aimerais que vous lui montriez que son petit bonhomme qui va rien faire de bon dans la vie peut utiliser, canaliser sa révolte, sa fougue et sa combativité au service de son peuple, au service de sa nation, et de toujours donc, qui va toujours se battre comme le petit Rocky qu'il était quand il était un jeune de 12 ans dans les rues de Montréal. Ça, je vous demande de faire ça. Parce que 152 ans après l'acte de l'Amérique du Nord britannique, on n'est jamais chez nous quand on est chez eux. Notre culture, notre langue, notre identité, notre façon d'aménager le vivre ensemble, ils ne veulent rien savoir et ils veulent nous imposer leur façon de faire. Il y a toujours un schisme, un clash entre la tradition républicaine qui est la nôtre et la tradition anglo-saxonne. Donc moi je vous demande aussi, à vous qui êtes ici, de m'accorder cette confiance-là, de montrer à Mme Pelletier qu'elle s'est trompée. Et finalement, je vous ai élaboré tous les dossiers que je vous défends. Mais dans le fond, tout ça, c'est un tout qui est cohérent. Il y en a juste un dossier au fond. C'est quoi? C'est d'être indépendant!